Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui je vais vous présenter l'uniforme allemand de la Wehrmacht de type M36. Cet uniforme peut se porter à partir de 1937 et pourra se retrouver jusqu'à fin 1940. Ceci dit, ce n'est pas du tout impossible que vous retrouviez des éléments que je vais vous présenter sur des photos qui datent de 1941, 42, 43, 44, 45, puisque ces éléments ont été remplacés au fur et à mesure et remplacés quand il y avait besoin. Bien sûr, quand un casque était encore en bon état, on le gardait, c'est logique. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous prévenir d'un truc. C'est que je vais vous présenter uniquement ce que je porte sur moi, et pas d'autres équipements. Ceci afin de vous éviter une vidéo qui durera 2 heures. Il sera toujours possible de me contredire avec des photos d'époque, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Avec des photos on peut tout dire, on peut rien dire. C'est pas parce que ça existait à ce moment-là mais qu'on voit pas de photos que ça n'a pas été en vigueur, que ça n'a pas été utilisé, et inversement, c'est pas parce qu'on a une photo avec un équipement que ça veut dire que c'était réglementaire. Vous pourrez retrouver tous les éléments que je vais vous présenter dans la description de cette vidéo, sous forme de kit list, avec le minutage de chaque élément. Dernière chose, je porte un uniforme allemand, je n'ai pas censuré les croix gammées parce que je fais de la reconstitution historique, tout simplement. Si ça vous dérange, allez voir mes autres vidéos où je parle d'uniformes alliés, par exemple. Mais pour moi, les croix gammées, dans certains cas, doivent être affichées. Ces croix font partie de l'histoire, tout simplement. Oublier l'histoire, c'est être condamné à la répéter. J'ai décidé de vous présenter l'historique de la division à laquelle je suis rattaché. Bien sûr, je n'ai aucun signe distinctif qui me rattache à cette division, mais c'est un choix que j'ai fait pour cette vidéo. Il s'agit de la 76e division d'infanterie, 178e régiment d'infanterie, rattaché à la 2e compagnie du 1er bataillon, ce qui en allemand donne 76. Infanteriedivision, 168. Regiment Infanterie, Zweite Kompanie des Stab 1. Bataillons. La 76e division d'infanterie est créée le 26 août 1939 à Brandenburg, et ceci à partir de 2 autres divisions. Ensuite, elle subira de multiples transferts, un petit peu partout en Allemagne, et elle commence la guerre par son intervention au Luxembourg, alors qu'elle est rattachée à la 16e armée, qui elle-même est composée de 18 divisions. On est donc sur la période mai 1940. Ils ont ensuite combattu en France en passant par le sud-est de Sedan, puis sont passés sur la rive ouest de la Meuse. Après la capitulation, la division est transférée en Pologne en septembre 1940, puis en Roumanie en mars 1941. Elle entre en guerre contre la Russie le 2 juillet 1941, pour l'opération Barbarossa. Elle a participé à de nombreuses batailles en Russie, pour finalement arriver à Stalingrad, où elle s'est retrouvée encerclée, puis détruite en février 1943. Elle est ensuite reformée le 17 février 1943 dans la région de Saint-Nazaire, où elle y restera jusqu'en août 1943. Elle est ensuite transférée en Italie, où elle y restera jusqu'en octobre 1943, puis sera transférée en Russie, dans le secteur sud-est du front russe. Elle subit de nouvelles pertes en septembre 1944 en Roumanie et est donc forcée d'être rapatriée pour pouvoir être réorganisée et renforcée. Elle continue en Hongrie entre octobre 1944 et janvier 1945 pour finalement être dissoute en mai 1945 en Tchécoslovaquie. Tout d'abord, une chemise grise à manches longues sera indispensable si vous ne voulez pas sentir la laine de la vareuse vous gratter. Je porte par-dessus cette chemise une plaque d'identité qu'il faudra couper en 2 lorsque le décès du soldat sera constaté. A noter que j'ai volontairement enlevé les boutons initialement prévus aux épaules pour éviter que le brelage n'appuie dessus. Les bottes allemandes sont très caractéristiques, faites entièrement de cuir et cloutées. Vous pouvez chercher plusieurs types de bottes, les bottes type russe avec une semelle en caoutchouc, bon marché, les bottes d'après-guerre, semelle en cuir lisse et les copies de Knöckelbecher, qui sont les plus chères mais les plus fidèles. Pour ma part, j'ai choisi d'acheter des bottes après-guerre que j'ai apportées chez le cordonnier pour qu'il lui mette une nouvelle semelle et lui plante les clous. L'opération m'a coûté 80 € la première fois, 50 € quand il a fallu les refaire une deuxième fois 5 ans après, le cuir ayant été abîmé avec l'usage. Apparu courant 1937, le pantalon M37 gris-pierre est l'héritage des pantalons portés depuis la Première Guerre mondiale. Il a été porté jusqu'en 1943 environ et a comme particularité de ne pas avoir de passant de ceinture, ce qui rend le port des bretelles, ici fabrication d'après-guerre, obligatoire, bien qu'une boucle de serrage soit présente à l'arrière du pantalon.
Cette couleur de pantalon caractérise le début de guerre, un gris plus foncé que celui de la vareuse. Caractéristique elle aussi du début de guerre, la vareuse M36 a toutefois été utilisée jusqu'à la fin de la guerre, mais de moins en moins au fil de temps et des remplacements par des vareuses plus récentes. Elle est dotée de 4 poches, 5 boutons pour fermer la veste et est reconnaissable par son col vert bouteille, qui est également la couleur de fond des insignes. On remarque la présence de 4 crochets au niveau de la taille, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, qui servent à soutenir le poids du ceinturon lorsque celui-ci est chargé. Les crochets sont maintenus à l'intérieur par des bretelles internes qui passent par les épaules sous la doublure de la veste. Donc attention si vous cousez vos insignes de ne pas coudre la doublure avec. Chaque soldat portait une paire de Litsön aux couleurs de son arme. Ici nous sommes donc sur un fond vert bouteille avec un liseré blanc au milieu des 2 colonnes de l'insigne. La veste est fermée par des boutons mais aussi par un crochet et un anneau placés de chaque côté du bas du col. Un aigle de poitrine se place côté droit, juste au-dessus de la poche qui ici contient le sollbuch, livret réglementaire retraçant l'historique du soldat au fur et à mesure de ses campagnes. On y trouvera toute son identité, mais aussi ses affectations, ses décorations, ses blessures, mais également le contenu de son pactage et pourquoi pas, à la fin du livret, quelques Reichsmark. Ces billets ici sont des copies imprimées à partir de PDF disponibles sur le net, en accès libre ou par le bouche à oreille. Une fois que ces billets sont imprimés et découpés, je vais essayer de patiner dans du thé. Il est conseillé de placer le sollbuch dans une housse spéciale afin de ne pas l'abîmer trop vite. Le grade de Gefreiter, équivalent caporal en français, se trouve du côté gauche de la vareuse, à mi-chemin entre la couture de l'épaule et le coude. Et enfin, les pattes d'épaule ou épaulettes, ils sont ici de couleur vert bouteille avec un liseré blanc correspondant à l'infanterie. Placé dans une petite poche à l'intérieur de la vareuse, en bas du rabat de droite, une petite pochette en tissu, dotée de marquage et fermée, contient le kit de premiers soins avec un pansement. L'emplacement de la pochette permettait à quiconque de pouvoir y accéder sans avoir à chercher dans les poches de la vareuse, qui pouvaient être recouvertes par des équipements. Le casque M35 est le premier modèle de casque porté durant la Seconde Guerre mondiale. De couleur Apfelgrün, vert pomme, il est doté de 2 insignes. Du côté gauche, un blason typique de la Wehrmacht, et du côté droit, le blason tricolore du Reich, noir, blanc, rouge. Attention à la taille, contrairement au casque US en taille unique, chaque coque de casque a sa propre taille. Le casque est doté de 2 trous d'aération au-dessus de chaque décalcomanie, et 3 trous sont destinés à accueillir des rivets pour fixer le serre-tête du casque. On remarque un lacet de serrage destiné à régler la profondeur, et une jugulaire en cuir vient se fixer de chaque côté. Le nom du soldat peut être peint à l'arrière de la coque du casque, travail fait à la main, et conseillé pour pouvoir retrouver votre casque parmi tant d'autres. Le brelage du soldat allemand vient se placer sur les crochets disposés sur la vareuse, qui servent à répartir le poids et à empêcher le ceinturon de trop se plier lorsque vous portez des équipements lourds. Attention à bien mettre vos bretelles par-dessus les pattes d'épaule, il faut que vous puissiez enlever rapidement votre brelage en cas de problème et être tiré par l'une ou l'autre bretelle sans risquer de détruire vos pattes d'épaule. Voici l'équipement qui propose l'équipement de base du soldat. Pour stocker la bouffe, les couverts et le réchaud, il vous faut le sac à pain M31. Sur ce sac, nous accrocherons la gourde M31 ainsi que son quart alu sur le côté droit et la gamelle M31 sur le côté gauche du sac à pain. Une grenade à manche M24 viendra se placer contre la pelle droite, coincée dans son étui en cuir qui contient également la baïonnette, glissée dans son fourreau attaché au gousset en cuir. Le tout est retenu par un ceinturon en cuir noir pour la troupe qui se ferme par une boucle de ceinturon en aluminium spécifique à la troupe également. Étant caporal, je dispose d'un fusil Moser. Mon équipement comprend donc une paire de cartouchières de Moser qui contiennent 12 x 5 cartouches, soit 60 cartouches. Le brelage lourd en cuir est fixé sur les boucles supérieures des cartouchières pour venir s'accrocher à l'arrière du dos au ceinturon. Petit conseil pour éviter d'endommager trop vite le cuir du ceinturon, procurez-vous un passant muni d'un crochet pour y accrocher le brelage. Vous aurez moins de mal à le mettre puisqu'il faut être 2 pour mettre un équipement allemand rapidement. La gourde M31 s'accroche au sac à pain à l'aide de sa sangle. Un passant s'accroche sur la pointe sous la housse de la gourde et un crochet métallique est situé sur le haut de la gourde. La housse et le quart sont solidarisés par cette sangle très spécifique qui est également rattachée au bouchon. Lorsque vous procurez cette sangle, veillez à bien vérifier qu'un bouchon y est accroché. La housse en feutre contient un bidon en aluminium de 75 centilitres. Le quart en aluminium est doté d'un passant pour y faire passer la sangle et 2 anses permettent de le tenir comme une tasse. La peinture de votre quart s'abîme, c'est tout à fait normal. Je vous conseillerais même d'enlever vous-même la peinture lorsque vous recevez votre quart. Il était utilisé tous les jours par les soldats, cela n'arrivait jamais que le quart reste en parfait état au front. Pour le ranger, il n'a pas forcément de sens, mais je vous conseille tout de même de passer d'abord le passant et d'avoir les poignées sur l'avant, vous aurez moins de mal à refermer la sangle par la suite. La grenade à manche M24 ou Stirngranate est composée de 3 parties. Tout d'abord le capuchon qui renferme la petite ficelle avec une perle en porcelaine, qui est le système de mise à feu. On arrache la ficelle et on balance.
La tête de la grenade se dévisse également du manche pour y découvrir le détonateur, doté d'une mèche enflammée par l'arrachage de la ficelle, qui va mettre le feu à la charge stockée dans la tête de la grenade. Une grenade à manche était plus facile à lancer qu'une grenade ananas classique, la morphologie de la grenade utilisant la force centrifuge lors de la prise de vitesse au moment du lancer. Vous pourriez donc facilement la lancer loin. La gamelle M31 est en 3 parties en plus de la sangle qui lui permet de la maintenir accrochée sur le sac à pain. Il est toutefois possible de la transporter dans le tornister ou sur le Sturmgepäck qui est apparu au milieu de la guerre. Mais le port sur le sac à pain permet de ne pas défaire tout le pactage de combat lorsque vous souhaitez vous restaurer, car elle est accessible rapidement, éventuellement avec l'aide d'un camarade. Une anse permet de transporter facilement la gamelle et permet également de la tirer hors du feu lorsque la gamelle est trop chaude. La gamelle que je vous présente ici est une après-guerre, mais qui n'a pas changé depuis la Seconde Guerre, à part les marquages bien entendu. Là encore, la peinture d'origine ne restera pas longtemps intacte, pouvant que le soldat se sert de son matériel. Des couverts et le réchaud seront stockés dans le sac à pain. Une fois que tous les éléments de la gamelle sont rassemblés, le manche du couvercle vient verrouiller l'ensemble et la sangle rapide en cuir viendra se glisser dans les passants présents sur le manche en question. Attention, certaines copies n'ont pas de passant sur l'extrémité du manche, rendant instable son transport sur le Sturmgepäck ou sur le sac à pain. Portée sur le torse au début de la guerre, la toile anti-gaz, rangée dans sa housse, était attachée à la sangle en bandoulière de l'étui du masque à gaz. Petite astuce pour la fixer, faites un double passage dans le passant du haut, ainsi la toile ne glissera pas sur les cartouchières. Le masque à gaz M38 est contenu dans sa boîte métallique. Cette boîte se place dans le dos avec une sangle en bandoulière et une autre petite sangle à placer sous le ceinturon pour éviter qu'elle ne se décroche à la moindre secousse. Ainsi, lorsqu'on saute, ça fait certes du bruit, mais ça ne se décroche pas. Pour ranger son petit matériel, le soldat allemand utilisait un sac à dos avec de la peau de vache ajoutée sur la toile et le cuir. Ainsi, le tornister M34 était le sac à dos réglementaire de l'armée allemande sur le début de la guerre. Il pouvait y mettre tous ses effets personnels. Il existe deux types de tornister principalement, un comme celui-ci à accrocher au brelage jour, l'autre disposait de ses propres bretelles à accrocher directement au ceinturon. L'arme de dotation du fantassin de la Wehrmacht était le Mauser 98K. Celui-ci est un Mauser daté 1935 avec une crosse en oreiller. Il est en calibre d'origine, donc 7,92. La même munition que pour la MG42, ce qui est un avantage lorsqu'il faut s'approvisionner en cartouches, pour remplir les lames chargeurs à placer dans les cartouchières. Il sera toujours possible d'utiliser un Mauser 98K en Airsoft, bien sûr, ou en 2X. En Airsoft, il y aura plusieurs marques que je vous propose, D-Boy, Marushin, Tanaka, PPS, Redfire et Guegui. Attention cependant, seules les fausses cartouches de D-Boy et de Marushin pourront passer dans les cartouchières. Ici j'ai rempli les miennes avec une lame chargeur montée avec des cartouches originales neutralisées. Et le reste est rempli avec des lames chargeurs de D-Boy. Voici donc la vue d'ensemble de l'uniforme porté par les soldats de la Wehrmacht entre 1938 et fin 1940. On pourra remplir davantage le tornister et le sac à pain, tout dépendra du matériel que vous transporterez. La baïonnette de Mauser peut avoir des plaquettes bois, tout comme des plaquettes bakélite, les plaquettes bakélite étant apparues en 1937. Commençons avec le pantalon M37 couleur gris pierre, typique du début de guerre. Il faudra vous procurer les bretelles qui vont bien avec, ce pantalon n'ayant pas de passant de ceinture. Le pantalon M37 étant en laine, il sera nécessaire de porter un caleçon long en dessous si vous ne voulez pas finir avec les cuisses rouges à la fin de la journée. C'est ici un caleçon de type Damar, fabrication actuelle bien entendu. Nous passons ensuite au symbole même du soldat allemand, les bottes M39 cloutées. Il s'agit ici d'une paire de bottes après-guerre avec une nouvelle semelle, d'où la disposition non régulière des clous. Attention, ces clous tombent facilement sur les copies. Pour le haut, voici une chemise grise tout à fait classique qui sera à mettre sous la vareuse, sous les bretelles. C'est par-dessus la chemise que vous pourrez mettre votre plaque d'identité, sécable en deux parties en cas de décès. Vous pourrez enlever les boutons destinés à fixer les épaulettes pour vous éviter d'avoir mal aux épaules. Veillez à bien remonter votre col pour protéger votre cou de la laine de la vareuse que nous allons mettre par-dessus. La vareuse M36 est reconnaissable à la forme de ses poches, à ses 5 boutons et surtout la couleur de son col, vert bouteille. Elle est destinée à la troupe et nécessite des insignes obligatoires, l'aigle de poitrine, les Litsel et les pattes d'épaule. Le grade se placera sur la manche gauche, à mi-distance entre la couture de l'épaule et le coude.
Dans une poche sur la poitrine, on pourra y placer le livret militaire Solbourg, et dans la poche inférieure de la veste, on pourra mettre un pansement, utilisable et accessible quel que soit l'équipement porté. Autre accessoire typique du soldat allemand de début de guerre, le casque M35. Muni de ces deux insignes de couleur Apfelgrün, il a ses œillets d'aération en pièces rapportées, ce qui le distingue de son successeur. L'intérieur du casque est en cuir, et on pourra placer le grade et le nom du soldat sur la partie protégeant la nuque. Attention aux tailles, le serre-tête en cuir et la coque ont chacune leur taille, les deux doivent s'accorder et passer sur votre tête bien entendu. Le brelage qui regroupe une grande partie de l'équipement allemand. Il est constitué d'une première cartouchière de 98K en cuir noir, une pelle droite dans son étui en cuir, la baïonnette de Moser qui est coincée dans l'étui de la pelle, une grenade M24 portée également dans l'étui de la pelle. Tout ceci est fixé sur le ceinturon en cuir noir spécifique aux hommes du rang et aux sous-officiers. La gamelle M31 sera attachée à l'aide d'une sangle rapide au sac à pain M31, même sans pour la gourde M31 dans un housse en feutre surmontée du quart en aluminium. Une deuxième cartouchière de Moser 98K viendra contenir 6 nouvelles lames chargeurs. Le ceinturon se ferme à l'aide d'une boucle de ceinturon en alu qui dispose de la devise allemande Gott mit uns, ou Dieu est avec nous. Le brelage lourd se fixera aux cartouchières et à l'arrière du ceinturon. Le masque à gaz M38 sera rangé dans son étui métallique. La toile anti-gaz sera rangée dans son étui à fixer sur la sangle en bandoulière. Cette configuration est typique du début de guerre, les Allemands décidant de mettre la toile ailleurs par la suite. Le tornister M34 pourra contenir tous vos effets personnels et du petit matériel de nettoyage. Les multiples passants tout autour du sac vous permettront d'y fixer du matériel supplémentaire, ce que j'ai choisi de ne pas faire dans cette vidéo. A l'intérieur, j'y ai placé la Zeltbahn M31, qui est un quart de toile de tente camouflée, une serviette pour la toilette, ainsi qu'une trousse de toilette dans laquelle on pourra trouver le kit de nettoyage de Moser, qui est ici une fabrication d'après-guerre, n'en ayant pas réellement besoin en airsoft ou en reconstitution vu que je porte toujours des répliques et non des vraies armes. Et enfin l'arme réglementaire de l'armée allemande, le Moser 98K en calibre 7,92. Il a un magasin pouvant contenir 5 cartouches et il faudra rajouter une bretelle pour le transporter plus facilement. La crosse est soit en œillet, soit en lamellé-collé suivant l'année de fabrication. Le lamellé-collé étant légèrement plus lourd, moins solide et plus facile à fabriquer. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à découvrir mes anciennes vidéos review, que ce soit uniforme ou réplique, découvrir dans la description les vidéos de présentation de Moser, donc les quelques vidéos que j'ai faites sur les Moser, et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen! Qui a dit que les Allemands n'avaient pas de bombes atomiques? Au revoir.